Eh bien, nous allons reprendre nos travaux sans attendre. Merci d'avoir accepté d'être un peu bousculé. Je donne la parole immédiatement au professeur Sob pour traiter donc de ce contrat de location accompagné de Sébastien Melville, un Grenoblois, et de monsieur Greiner, qui est magistrat dans une cour d'appel proche de celle de Grenoble, puisque c'est la cour d'appel de Chambéry. C'est donc un voisin, mais il a quand même franchi la frontière entre le Dauphiné et la Savoie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi avant toute chose de remercier la faculté de droit de Grenoble, l'association Capitan et Christophe Vernière de permettre aux Réunionnais que je suis de venir claquer des dents sous vos latitudes et accessoirement de vous présenter les articles que le projet consacre au contrat de location. Alors si un bronzé faisant du droit lisait ces articles, le premier sentiment qui le saisirait, c'est celui d'un considérable rétrécissement. 15 articles seulement remplacent les 70 articles que le Code civil consacrait à la question. C'est une véritable hécatombe, du moins une substantielle cure d'amaigrissement. Passé cette première impression, il faut tout de même reconnaître que les articles de 1804 ont considérablement vieilli. L'article 1756 relatif au curement des fosses d'aisance n'est sans doute pas le meilleur exemple d'un droit moderne. Il faut reconnaître aussi que le Code civil de 1804 consacrait une très large place au bail d'immeubles rejetant dans l'ombre les locations mobilières qui aujourd'hui sont extrêmement importantes. Et il faut enfin tenir compte du fait que d'innombrables législations ont réglementé les baux immobiliers, conférant aux articles du Code civil une vocation presque résiduelle. La réforme s'imposait donc, et disposant de très peu de temps, je voudrais simplement insister sur 2 points. D'abord, je voudrais souligner que l'amaigrissement des articles est le résultat de 3 cures successives. Et ensuite, je voudrais signaler que ces cures successives permettent de dessiner une véritable épure du contrat de location. Vous avez donc saisi le plan. Les cures, d'abord, l'épure, ensuite, du contrat de location. L'épure qu'ont subi les articles... Les cures qu'ont subi les articles sont au nombre de 3. La première cure résulte, nous l'avons dit, du foisonnement des législations spéciales relatives à certains contrats de location, les baux commerciaux, les baux d'habitation, les baux ruraux, les baux professionnels, les baux amphithéotiques, les baux à construction. Toutes ces règles forment des véritables systèmes de législation qui, sans être véritablement coupés du droit commun du bail, constituent tout de même des corps autonomes de règles. Il n'était donc pas nécessaire, dans le Code civil, de rentrer dans le détail, parfois très pointu, de toutes ces législations. La deuxième cure résulte de l'ordonnance du 10 février 2016. On en a déjà parlé ce matin. De nombreuses questions qui s'illustrent très fréquemment dans le bail font désormais l'objet de dispositions dans le droit commun des obligations, ainsi de la cotitularité des obligations, ainsi de la cession du contrat, ainsi enfin des questions relatives au renouvellement ou à la reconduction. Il n'était donc pas nécessaire d'en traiter dans le droit du bail. Enfin, la troisième cure résulte de la création des obligations spéciales qui s'illustrent dans de très nombreux contrats et qui n'avaient pas vocation donc à être reprises spécialement dans le contrat de bail, ainsi de la délivrance, de la réception, de la conservation, de la restitution. Au terme donc de ces 3 cures successives, on comprend bien pourquoi et comment on est passé de 70 articles à 15 articles. Mais cette diminution du nombre des articles n'est en rien synonyme d'un appauvrissement de la matière. En effet, ces cures d'amaigrissement permettent de dessiner l'épure du contrat de location. L'épure porte très rapidement sur la définition et sur le régime. Sur la définition, je me demande si nous ne sommes pas allés
trop loin dans l'épure. Parce que quand on lit en effet les articles 53 et 54 du projet, et qu'on les compare à l'actuel article 1709 du Code civil, eh bien on s'aperçoit qu'un élément a disparu, et cet élément, c'est la durée. Or, j'ai tendance à considérer que la durée est un élément essentiel du contrat de bail, puisque le locataire doit voir sa jouissance assurée pendant un certain temps, disait l'article 1709, pendant un temps certain, devrait-on plutôt dire. Et c'est cet élément de la durée qui permet de distinguer le contrat de bail de la convention d'occupation précaire. Et je me demande si, en effaçant la durée, on n'a pas gommé la distinction entre le bail et la convention de précaire. Sur le régime, très rapidement, pour ne pas dépasser mon temps de parole, j'attire votre attention sur 2 points. Le premier point, c'est la question de la répartition des réparations entre le loueur et le locataire. Le Code civil utilise le critère de réparation locative que doit supporter le locataire, le bailleur devant supporter les autres. La Commission avait un temps évoqué la possibilité de renvoyer aux réparations d'entretien courant que devait supporter le locataire, les autres étant à la charge du loueur. C'est finalement le critère de la structure qui a été retenu à l'article 57. Le loueur doit accomplir les travaux de conservation relatifs à la structure et le locataire les travaux de conservation autres que ceux relatifs à la structure. C'est l'article 59. Alors évidemment, je suis bien conscient que le mot structure pourra donner lieu à discussion, mais nous y reviendrons sans doute tout à l'heure. La deuxième chose sur le régime, sur laquelle je souhaitais attirer votre attention, est une dérogation du contrat de location par rapport au droit commun, dérogation qui porte sur la cession de contrat. Dans le droit commun du contrat, vous savez que c'est l'article 1216-1 du Code civil qui prévoit que le contractant qui cède sa position contractuelle à un tiers reste garant solidaire de la correcte exécution de ce contrat par le cessionnaire. L'article 61 déroge expressément à cette règle puisqu'il prévoit que la cession du contrat par le locataire le libère à l'avenir. C'est une reprise d'une solution qui avait déjà été dégagée par la jurisprudence. Donc au final, il ne me semble pas que, en ce qui concerne le bail, le projet contienne de grandes révolutions, de grandes nouveautés. Il se contente de simplifier, il se contente de nettoyer, il se contente de tenir compte d'évolutions législatives qui ont eu lieu depuis 1804. Et sur ce terrain, avant de passer la parole à un magistrat, je tiens à souligner que certaines solutions jurisprudentielles ont été consacrées par le projet. Nous venons d'évoquer l'absence de solidarité du locataire qui céderait sa position à un autre locataire. On peut également ajouter la consécration de l'action dont dispose le loueur contre le sous-locataire, c'est l'article 62, ou encore la consécration de la possibilité qu'a le bailleur d'exercer une activité économique concurrente à celle de son locataire dans l'immeuble loué, c'est l'article 68. Alors, le projet offre un contraste saisissant avec les législations qui portent différents statuts locatifs. En 15 articles seulement, il restitue, me semble-t-il, à la loi son office, si bien décrit par Portalis, établir des principes féconds en conséquence, sans descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière. Je vous remercie de votre attention. Bien, vous avez pu observer que le ramage est à la hauteur de son plumage. Bien. Je donne la parole maintenant, non pas par ordre alphabétique, mais je vois qu'on a donné la parole à M. Sébastien Milleville, donc universitaire, et Monsieur le Président, vous ne m'en voulez pas, je suis rigoureusement le plan qu'on m'a donné. Merci, Monsieur le Doyen. Alors, pour commencer, à défaut d'être original, je tâcherai d'être sincère en remerciant déjà très chaleureusement mon ami Christophe Vernière de m'avoir permis de participer à cette belle journée, en remerciant ensuite évidemment les amis de la culture juridique de l'association Capitan pour leur dire l'honneur qui est le mien de pouvoir intégrer leur cercle prestigieux mais chaleureux l'espace d'une journée.
Et enfin, vous dire tout mon intérêt, là encore, très sincère d'assister à l'émergence, et je pense ici eh bien, à tous les étudiants présents, à l'émergence presque en direct de ce nouveau droit des contrats spéciaux. Je serai cependant très bref pour 2 raisons. La première, c'est que je n'ai pas grand-chose à dire, puisque le projet est très bien réussi. Et la seconde, c'est que j'ai bien compris que vis-à-vis de ce projet, eh bien, je n'avais que la possibilité eh bien, de l'étudier de façon temporaire, qu'il me faudrait le rendre à l'issue de ces quelques minutes. Bref, j'ai bien compris que vis-à-vis de ce projet, je n'étais finalement qu'un locataire, et ça tombe bien puisque j'avais à traiter du contrat de location. En tant que locataire, je me propose donc eh bien, de vous emmener faire une visite de ce contrat de location. Et comme un tout bon locataire, eh bien, je m'attacherai à visiter les lieux en étant évidemment extrêmement critique, d'autant plus critique que, en l'espèce, je ne paierai pas de loyer. Donc, en tant que locataire se livrant à une visite rapide du projet, eh bien, je me propose déjà d'évoquer avec vous la situation du bien loué, le contexte général, l'agencement intérieur du bien, l'agencement du projet et des dispositions consacrées à la location. Et enfin, eh bien, je me livrerai à un rapide état des lieux du mobilier présent, tout en recommandant, bien évidemment, la réalisation de quelques travaux avant que j'occupe les lieux. Sur la situation générale du bien loué, quelques mots donc déjà sur ce contexte général de cet avant-projet et sur la question, parce que c'est une question qui me tient à cœur, de l'opportunité d'une réforme des contrats spéciaux. À lire l'exposé des motifs, et le professeur Mazot l'a rappelé tout à l'heure, une des motivations de cet avant-projet, eh bien, c'est que le droit des contrats spéciaux avait très mal vieilli, puisqu'il avait perdu son intelligibilité et son accessibilité. Il est vrai qu'à lire les dispositions originelles de 1804, qui étaient consacrées au louage, le professeur Seub a mentionné les fausses d'aisance, on avait aussi cet article 1754, particulièrement suranné, eh bien, qui mentionnait les chambranles et autres contre-cœurs. Et je m'aperçois eh bien, que ces dispositions sont en passe de subir le triste sort qu'ont subi les lapins des Garennes de l'article 524 du Code civil ou les pigeons des colombiers. Un premier mouvement de l'esprit face à cette épuration du texte, eh bien, c'est d'être un peu nostalgique. Nostalgique, surtout ici à Grenoble, parce que là où Stendhal a vécu, eh bien, personne n'ignore que le style du Code civil a été une source d'inspiration pour les chefs-d'œuvre de ce grand écrivain. L'anecdote est bien connue. Chaque matin, avant d'écrire La Chartreuse de Parme, eh bien, Stendhal lisait une page du Code civil pour prendre le bon ton. L'anecdote est la fierté des civilistes, mais je crois qu'on oublie aussi un peu vite que finalement, lorsque Stendhal lisait le Code civil, ce n'était pas pour faire du droit. C'était simplement eh bien, pour avoir le bon ton. Et finalement, cette première remarque eh bien, me suggère une question. Est-ce que finalement, cet objectif d'accessibilité et d'intelligibilité du droit, est-ce que finalement, ce sont des attentes des citoyennes et des citoyens? Est-ce que ce ne sont pas plutôt eh bien, des besoins de juristes à destination des juristes? Parce que finalement, il n'y a que les juristes que ça intéresse réellement, le fait d'avoir un droit accessible. Donc, à la suite de cette première question, eh bien, une autre m'est venue, puisque je comprends bien, malgré tout, en tant que juriste, l'intérêt d'avoir un droit accessible. L'autre question qui m'est venue, si on accepte eh bien, de réduire la location à la suite de multiples cures d'amaigrissement, je me demande si finalement, en pratique, d'avoir réduit à ce point le nombre d'articles ne va pas renvoyer finalement une partie du travail à la jurisprudence, qui va devoir eh bien, expliquer, lisser ces textes pendant très longtemps. Et finalement, la jurisprudence, eh bien, tout le monde sait qu'elle est encore moins accessible que les textes. Donc finalement, est-ce que l'objectif ici pourra être atteint? C'est une question évidemment qui a surtout un caractère rhétorique. Quoi qu'il en soit, il est évident que lorsqu'on visite un bien, eh bien, on ne s'arrête pas au quartier dans lequel il est situé pour décider de l'occuper. J'en ai donc terminé avec l'exposé de la situation générale. Je vais donc maintenant eh bien, poursuivre ma visite en vous disant quelques mots sur l'agencement de cette réforme et plus précisément eh bien, sur ce contrat de location qui finalement fait l'objet de dispositions spéciales, mais surtout une des particularités de cette réforme eh bien, c'est qu'elle intègre dans le code un titre 4 ter dans lequel eh bien, seraient rassemblées toutes les obligations spéciales communes à la plupart des contrats spéciaux,
dans le but avoué de créer un droit des obligations spéciales. Alors, il me semble que cette idée d'instaurer un régime commun à certaines obligations est tout à fait nécessaire, car on s'en rend compte assez rapidement. Il y a des obligations qu'on retrouve dans les contrats spéciaux et qui sont communes à plusieurs de ces contrats spéciaux. Je me demande toutefois, tout simplement, si ces obligations spéciales n'auraient pas leur place, tout simplement, dans le titre 4 du livre 3. Après tout, avant 2016, on avait bien une distinction entre les différents types d'obligations, obligations de faire, ne pas faire, donner. Est-ce que leur place légitime, l'obligation de restitution, l'obligation d'entretien, est-ce que finalement ce n'était pas plutôt à cet endroit-là? Alors, poursuivant ma lecture des dispositions communes, eh bien, je découvre dès l'article 2 un texte qui intéresse au plus haut point le bail, puisque ce texte de l'article 2 est le texte qui va définir le droit personnel de jouissance. Et il est défini de la façon suivante. Il serait, dit le projet, le droit du locataire d'exiger de son débiteur qu'il mette à sa disposition un certain nombre d'utilités d'un bien. Alors cette formule qui a été choisie pour le droit personnel de jouissance, profiter de certaines utilités d'un bien, elle a une résonance toute particulière pour les spécialistes entre guillemets de droit des biens, dont je me revendique, mais il y en a des beaucoup plus prestigieux dans la salle, puisqu'on sait bien que en matière de droit des biens, justement, la Cour de cassation, depuis quelques années, inspirée par l'association Capitan déjà et par le projet de réforme du droit des biens qui a quelques années déjà, a remis au goût du jour les droits réels de jouissance spéciale. Et la façon dont on définit ces droits réels de jouissance spéciale, elle est la suivante, elle est de dire que ce sont des droits par lesquels le titulaire va profiter de certaines utilités de la chose. Et à ce moment-là, un parallèle assez évident apparaît entre le droit de jouissance personnelle, par lequel le locataire va avoir à sa disposition certaines utilités de la chose, et puis ce droit réel qui a été admis par la Cour de cassation, par lequel on a un titulaire qui a aussi droit à certaines utilités de la chose. Et c'est là peut-être ma première véritable question, c'était tout simplement de savoir, pour comprendre finalement la façon dont ce texte a été élaboré, si cette éventualité d'une concurrence entre le droit réel de jouissance spéciale et le contrat de location avait été envisagée lors de la rédaction des textes, ou au contraire s'il s'agissait de deux questions qui ne méritaient pas d'être mises en relation. Voilà pour la question de l'agencement du bien à louer. J'en arrive donc à l'état des lieux du mobilier et plus précisément à ce qui constitue le titre 7 du contrat de location, qui comporte un chapitre 1 des règles communes à toutes les locations et un chapitre 2 qui est relatif à des règles spéciales. Je me contenterai de remarques qui sont relatives aux règles communes. Alors, sur la formation déjà du contrat de location, l'article 54 réaffirme le caractère consensuel de la location, et on a l'impression que par parallélisme avec la vente, prévoit cet article qu'un accord sur la chose et le prix devrait suffire à la formation du contrat. Je m'associe ici pleinement aux remarques du professeur Somme, puisqu'il me semble que la mention de la durée serait ici particulièrement bienvenue, d'autant plus que la Cour de cassation, lorsqu'elle a à définir ce qui constitue aujourd'hui le louage et qui deviendra la location, elle fait référence à cette durée, puisque la formule consacrée est la suivante: le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige à lui payer. Donc je pense que l'intégration de cette durée permettrait de mieux montrer les spécificités de la location. Si je dépasse le stade de la formation du contrat et que je m'intéresse maintenant à la question des effets du contrat, une première remarque sur les obligations du bailleur. J'ai bien compris à la lecture des articles 55 et 56 du projet que le bailleur avait déjà une obligation de délivrance de la chose et ensuite une autre obligation de mise à disposition du bien. Ma question est la suivante, elle présente un caractère abstrait mais finalement pas tant que ça. Je me suis demandé si tout simplement cette obligation de délivrance était une obligation autonome et si la délivrance n'était pas tout simplement l'exécution
de l'obligation de mise à disposition. Et cette question m'en a suggéré une autre, c'est de me dire si était-on vraiment ici en présence de deux obligations cumulatives ou ne pouvait-on pas se limiter pour déterminer les obligations du bailleur à dire qu'il avait une obligation générale de mise à disposition qui se traduit évidemment dans certains cas par l'obligation de délivrer la chose, tant on imagine bien que le locataire ne pourra pas en jouir si on ne lui a pas remise. Voilà pour la question des obligations du bailleur. J'en arrive à une obligation qui est devenue, semble-t-il, une obligation du locataire et qui est l'obligation d'entretien du bien loué. Le droit positif, actuellement, repose sur une ventilation, s'agissant de l'entretien, une ventilation des travaux qui m'a semblé assez claire. De par son obligation de mise à disposition, le bailleur semble tenu de la plupart des réparations, car il doit entretenir la chose afin qu'elle soit en état de servir. C'est ce que prévoit l'article 1719 du Code civil. Sous réserve, là encore, de la force majeure et à l'exception des dépenses locatives qui sont, elles, envisagées à l'article 1754, l'article 1755 dispensant le locataire lorsque les dépenses sont dues au caractère vétuste de la chose. Face à ces textes, le projet propose de mettre à la charge du loueur les travaux de conservation qui sont relatifs à la structure du bien, sauf le cas de force majeure. L'article 59 précise ensuite que le locataire est tenu de l'entretien et il est tenu de participer à la conservation de la chose louée, pour autant que les travaux ne sont pas relatifs à la structure, sauf le cas de force majeure. Ce que confirme l'article 9, relatif au droit commun des obligations spéciales, qui dispose que le débiteur de l'obligation de restitution, le locataire donc, est soumis à une obligation de conserver et donc d'entretenir la chose. Ma question est la suivante, mais il s'agit peut-être davantage d'une remarque. J'ai eu l'impression qu'au système initial, qui prévoyait que le bailleur était en charge des travaux, sauf exception, les dépenses ou les réparations locatives, on avait substitué un système dans lequel le bailleur n'était tenu que si les dépenses sont en rapport avec la conservation et la structure de la chose, et que le principe était inversé et que c'était le locataire qui était d'une manière générale tenu de ces dépenses. Je poursuis ma visite. J'en arrive à la question de la sous-location. Vous l'avez mentionné tout à l'heure. L'article 62 du projet légalise l'action directe qu'avait admise la Cour de cassation, l'action directe du bailleur contre le sous-locataire. Il semble, cela dit, que la Cour de cassation ait généralisé ici une action directe à partir d'un texte qui n'avait certainement pas cette vocation initiale, puisque l'article 1753 du Code civil, à en croire Plagnol, avait une simple fonction au départ, c'était de limiter le gage du bailleur aux biens garnissant le local sous-loué à hauteur du sous-loyer. C'était donc une disposition de protection du sous-locataire par rapport au gage du bailleur. Je me suis demandé si cette action directe qui avait été généralisée par la Cour de cassation et qui figure donc dans le projet de façon expresse cette fois-ci, je me suis demandé si elle avait encore aujourd'hui finalement le même intérêt et la même fonction dans la mesure où la sous-location a été interdite par principe. Et il m'a semblé qu'à partir du moment où la sous-location était interdite par principe, l'action directe du bailleur contre le sous-locataire perdait une partie de son intérêt, parce qu'il m'a semblé que c'était surtout une disposition qui devait servir, le cas échéant, au bailleur à se protéger contre une sous-location qu'il n'aurait pas eu la chance de pouvoir autoriser. Donc voilà, je me suis demandé si on n'aurait pas pu, compte tenu de l'existence de cette action directe, permettre, comme c'est le cas dans le code actuel, permettre tout simplement la sous-location sans l'autorisation du bailleur. J'en arrive à la fin du bail et à la fin de cette intervention. À propos tout simplement de cette question de la fin du bail,
les textes du projet, comme les textes d'ailleurs actuels du Code civil, à mon avis, gagneraient peut-être, il s'agit là des travaux peut-être suggérés, gagneraient tout simplement à mentionner expressément l'obligation de restitution. Et la question de l'exécution de cette obligation de restitution, puisque l'on sait qu'en pratique, cette obligation de restitution génère un contentieux nourri, notamment sur la question de savoir si, une fois que le locataire a restitué la chose, eh bien, le bailleur n'est-il pas lui aussi tenu de lui remettre par exemple un certain nombre de documents comme une quittance. Est-ce que le projet n'était pas l'occasion eh bien, de rappeler que la restitution, c'est une obligation du locataire, mais la fin du bail entraîne aussi un certain nombre d'obligations pour le bailleur. J'en ai enfin terminé, ma visite s'achève. J'attends donc de connaître le montant du loyer pour signer. Je vous remercie. Si ça ne vous gêne pas, c'est moins vivant, mais on reportera les questions après l'intervention de M. Grener, parce que par contre, ça permet de rattraper un petit peu le temps que nous avons perdu, et je suis sous l'autorité du professeur, et il me terrorise déjà. Je vous en prie, Monsieur le Président. Oui, bonjour. Moi, si je devais acheter un bien immobilier, je me fais assister de Sébastien Milleville. En quelques minutes, il voit tous les défauts du bien. Professeur Seub, vous avez fait le buzz, si je puis dire, puisque les cures, les purs, c'est très bon. Et j'allais dire, si j'ai bien compris, c'est bye-bye le bail et louer soit le contrat de location. Alors, moi, je me suis interrogé sur deux points. La méthode et puis la pertinence du projet. La méthode, je ne vous cache pas que... Enfin, il y a deux questions, le pourquoi et puis le comment. Pourquoi réformer le Code civil? Je ne vous cache pas que pour le juge, c'est le cadet de ses soucis, notamment quand on est en première instance. Moi, j'étais président d'une toute petite juridiction, je disais à mes collègues, il vaut mieux une mauvaise décision que pas de décision du tout. En gros, faites de la statistique. Et lorsqu'on arrive en cour d'appel, on se dit... Là, on change, parce qu'on change d'avis. On se dit, si le premier juge, il avait un peu mieux fait, il avait ouvert le livre, il était allé sur dalos.fr, on n'aurait peut-être pas eu d'appel. Et lorsqu'on voit des renvois de cassation, on se dit, c'est vrai que si on avait rajouté un petit paragraphe, on n'aurait pas eu de cassation, et donc on n'aurait pas eu toute cette mécanique, finalement, très lourde pour, finalement, statuer. Alors, il y a un problème de qualité. Vous savez qu'actuellement, l'idée du ministère, c'est de dire il faudrait faire comme Toyota, tout bien du premier coup, c'est-à-dire zéro délai, zéro stock, zéro défaut en première instance. La Cour d'appel n'en fait plus grand-chose. Et puis la Cour de cassation, que des grands arrêts de principe, au lieu de 30 000 et quelques pourvois, elle n'aurait plus à traiter que 3 000 et devenir une grande Cour suprême qui damerait le pion au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel et serait l'équivalent de la Cour suprême des États-Unis. Bon, je ne suis pas sûr qu'on y arrive. J'ai un peu des doutes là-dessus, mais bon, et donc, ce problème de qualité, moi, je préside actuellement une chambre c'est la première chambre civile, la Cour d'appel de Chambéry, où on fait du droit civil classique, et on a absorbé la chambre commerciale. Donc, on a comme fournisseur 5 TGI, 2 en Savoie, c'est Chambéry, Albertville, 3 en Haute-Savoie, c'est Annecy, Bonneville, Thonon, et 3 tribunaux de commerce, Chambéry, Annecy, Thonon. Et nous réformons quand même beaucoup. Alors parfois nous réformons à tort, parfois les affaires que nous avons à juger ont tellement évolué que nous ne jouons plus les mêmes affaires, mais quand même... il y a des problèmes de qualité. Alors ces problèmes de qualité, ça ne tient pas au fait que le premier juge est un idiot ou un fainéant. Moi, j'étais encore, en première instance, il n'y a encore pas si longtemps. C'est qu'on est au four et au moulin, et il y a toujours plus urgent que le civil. Le civil, je vais dire pur ou lourd. Je dis lourd, c'est des fois pour embêter mes collègues qui ont les appels d'instance, ça fait plus sérieux. Je dis, moi, je fais au moins des gros dossiers avec beaucoup de zéros, pas des petits dossiers qui arrivent des tribunaux d'instance. Et donc, ce problème de qualité, il n'est pas dû au fait que les juges soient incompétents, le concours est quand même difficile.
il est dû au fait qu'on est très dispersé, il y a toujours de l'urgence, notamment à cause du pénal. Je ne vais pas critiquer trop le pénal, mais je fais un petit peu. Je vous remercie de cette délicatesse. Non, mais il y avait un procureur général qui disait ce jugement, même un parquetier aurait pu l'écrire. Bon. Et donc... Il s'adore. Il y a des similistes, alors je peux en profiter. Et donc, ce problème, donc il y a toujours les comparutions immédiates, les hospitalisations d'office ou le JLD. Pour ma part, je pense qu'il faudrait d'abord qu'il y ait plus de collégiales. Il faudrait, donc plus de moyens. Il faudrait aussi peut-être que les juges de première instance fassent un petit tour par les cours d'appel pour s'apercevoir qu'il y a des exigences de qualité qui nous sont rappelées en permanence par la Cour de cassation. Et il faudrait aussi et la qualité du texte intervient. Alors, c'est là que je voudrais insister. Qu'est-ce que c'est qu'un texte finalement utile pour le juge? Alors là, il y a deux thèses. Il y a la première thèse, ça serait de dire il faut un texte très simple. On le lit, on l'applique, je vais dire, littéralement. Et le problème sera réglé. Ça ne marche pas. Nous avons, en matière de location, par exemple, je prends la loi de 89 sur le bail d'habitation, on a essayé de tout régenter. Le ticket d'entrée d'un article, je parle d'un seul article, c'est une page. Et il manquera toujours quelque chose. On a beau rajouter des cas précis, c'est de la réglementation, c'est plus du droit, et finalement, c'est pas bon. La bonne méthode, je crois que c'est celle qui est suivie dans ce cas. C'est ce que j'appellerais un peu les mots valises. C'est-à-dire c'est des termes qu'on peut, avec les mêmes termes, on arrive à faire rentrer des notions qui évoluent au fil du temps. Je vais prendre un exemple. En matière de droit de la construction, lorsque, sous la loi Spinetta, on a inventé ou on a repris des textes comme la notion d'ouvrage, la notion d'élément d'équipement. On ne savait pas à l'époque que l'élément d'équipement, ça serait un tunnel pour aller à son chalet à Megève, comme c'est les cas classiques que nous avons à traiter, ou à Courchevel, par exemple, les piscines avec des fonds, vous savez, les fonds de la piscine qui se lèvent pour faire transformer en salle de danse et en home cinéma. Non, je dis ça pour mes collègues de Grenoble pour montrer qu'à Chambéry, on n'a pas que des nécessiteux. Voilà, exactement. Bon, on a des petits, mais on a des bons clients. Alors, des bons clients qui sont d'ailleurs étrangers, parce que c'est toujours des SCI du Luxembourg avec des gens à la tête qui ont des noms qui se terminent par F, off ou ski. Vous me direz, pour Courchevel, c'est peut-être pas mal finalement. Par ski, oui. Oui, voilà. Alors, donc, je trouve que c'est par exemple l'idée, ce fameux article 57 dont on a parlé, les travaux de conservation, la structure, ça me paraît très bien, ça paraît un peu vague au départ, mais je suis sûr que c'est la bonne méthode, ça nous évite, on saura faire évoluer, on saura d'abord mettre quelque chose dedans et on saura le faire évoluer au fil du temps. Deuxième question, le comment. On peut s'étonner de dire qu'après tout, la loi, c'est les députés et tout, que ça soit qu'on donne le pouvoir de faire la loi à des sociétés savantes ou à des clubs de réflexion. Je traduis pour les étudiants, dont certains, je les aurai cet après-midi en TD, je traduis en bon français, ça s'appelle des think tanks. Bon. Mais les débats qu'on a eus ce matin, sont très intéressants parce qu'on voit bien que la doctrine, c'est se positionner face aux politiques et le vrai raisonnement juridique, c'est de la discussion que ça naît et je pense que c'est excellent. Je me permets, j'ai peut-être une minute, je voudrais juste ouvrir une parenthèse. Mais vous allez me le pardonner. C'est un peu hors sujet, mais vous ne me l'avez pas pardonné. On est réunis sous l'égide d'Henri Capitan. Henri Capitan avait un fils qui s'appelait René Capitan. Et ce René Capitan, quand il a eu son agrégation de droit, il est allé enseigner à Strasbourg. Et il a eu mon père comme étudiant. Ils sont devenus amis. C'est-à-dire, je pense qu'il y a eu un échange de bons procédés. Je pense que René Capitan a dû expliquer un peu le droit civil à mon père. Et mon père a dû lui faire goûter quelques produits du terroir, du type Riesling ou Gewürztraminer. C'est important chez Capitan. Bon, voilà. Et puis, mon père m'a toujours dit le plus grand bien de René Capitan. Alors, je pense que... je vais vous dire pourquoi. Je pense que c'est tout bête. Un jour, il est venu passer à Grenoble. Mon père était juge d'instruction. C'était en 44-45. Et il s'arrête. Il y a eu une soirée organisée par mon père, en bon alsacien, un peu à la soirée Maître du Chambon, qui s'est terminée fort tard. Et René Capitan avait fait la vaisselle. Bon, il saute dans le train. Il devient ministre, je crois, de l'éducation, dans le gouvernement provisoire. Puis quelques années après, je me souviens, ou très longtemps après, il avait écrit à mon père un jour. Mon père était tout content, il présidait les assises. Il me dit, regarde ce que j'ai reçu. Il y avait un petit courrier
René Capitan, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je le dis aussi pour les étudiants, mon frère qui a été petit pensait que le garde des Sceaux c'était un pompiste des stations-service. Bon. Mais là, le garde des Sceaux, il a écrit « J'ai servi du bain Greiner au général de Gaulle ». Alors pour un magistrat alsacien, de Gaulle, c'était Dieu vivant. Bon. Et donc il a toujours aimé René Capitan. Pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que nous avions un civiliste, mais en même temps qui était engagé, c'était un gaulliste de gauche, qui avait des valeurs, qu'il a gardé toute sa vie, et en même temps c'était quelqu'un qui était extrêmement simple et puis fidèle en amitié. Donc on peut faire de la doctrine et pas être complètement hors sol. Et donc lorsqu'on écrit un texte de loi, il y a de la profondeur derrière, la profondeur humaine et pas seulement de la technicité. Maintenant, 2 mots sur la pertinence du projet. Alors, d'abord, l'utilité. On pouvait se poser la question, à partir du moment où on a des espèces, même pas des lois, c'est des écosystèmes. Vous avez le bail rural, le droit rural, c'est un monde en soi. Le bail commercial aussi, avec chaque fois ses juges particuliers, mais aussi son esprit, ses experts, les avocats spécialisés, ou le bail d'habitation. Où, on peut se demander si ça sert encore quelque chose de s'occuper du bail. Alors, oui, pour 2 raisons. 1, parce qu'il y a des trous dans la raquette, tout n'est pas dans les statuts. Je prends l'exemple des réparations. En matière de bail commercial, c'est le bail auquel il faudra se référer. Mais aussi parce que nous avons un essor considérable de la location, et pas seulement de particuliers avec un professionnel, mais entre professionnels. Pour les jeunes générations, en bon français, ça s'appelle du B2B. Bon. De même, on ne dit plus conclure un contrat, on dit on close un deal. Alors, donc, je peux vous donner quelques exemples. Moi, j'ai eu des litiges là, cette année. Ça peut être une location de bulldozer, de véhicules frigorifiques, même d'un hélicoptère. Bon, donc, c'est extrêmement vaste ce qu'on peut louer, d'où l'intérêt d'avoir un texte particulier. Est-ce qu'il y a quand même des limites? Alors, dans le texte, moi j'en vois 2. D'abord, il peut y avoir des contrats de location qui peuvent être complexes. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu un cas où il fallait consolider les fondations d'un château, et donc il fallait couler du béton, faire un petit trou, couler du béton et continuer. Bon. L'entreprise de gros œuvres loue une pelle mécanique avec un chauffeur. Et l'entreprise dit, vous me décaissez le tout, bien sûr, la terre bouge et le château du 18e s'abîme, les fenêtres éclatent et le parquet du 18e éclate aussi. Bien. Donc, recours contre l'entreprise de gros œuvres, mais aussi, bien sûr, action récursoire contre le conducteur de la pelle mécanique, l'entreprise de pelle mécanique. Il fallait savoir si c'était vraiment un contrat de location pur et dur, ou est-ce que c'était finalement du louage d'ouvrage avec un espèce de devoir de conseil du terrassier. Bon, nous, on a considéré en l'espèce, que c'était vraiment de la location pure, que le conducteur d'engin, il n'avait aucune autonomie, et donc on a mis hors de cause le terrassier. Bon, ça c'était un exemple, première limite. Une deuxième limite, et là il y a des notaires. Alors je me demande si les notaires, en rédigeant des actes, ne travaillent pas pour les générations futures, c'est-à-dire vous rédigez des actes de façon tellement compliquée que finalement, après, vous allez créer du contentieux. Alors, vous me direz, après, il y a des avocats qui arrivent... C'est la solidarité avec les avocats, ce qui est nouveau. Alors, un petit mot pour les avocats. C'est les avocats arrivent en disant, ça y est, il y a un arrêt de la Cour de cassation, il a plié le match. Et moi, j'ai dit, écoutez, si vous avez compris quelque chose d'un arrêt de la Cour de cassation, c'est qu'elle s'est mal exprimée. Donc, là où on a un problème dans la rédaction de clauses, c'est non pas les travaux de réparation, mais souvent les travaux de mise aux normes. Vous savez que lorsque nous avons des établissements qui reçoivent du public, comme les hôtels, ou des établissements Céveso, par exemple des dépôts de produits pétroliers, qui s'occupent de la mise aux normes. Est-ce que il y a toujours un débat sans fin entre le bailleur, le preneur, je suis encore ancienne génération, excusez-moi, et si on avait des textes, et souvent les clauses sont d'une clarté, c'est plutôt du clair-obscur. Alors, pour terminer,
Pour terminer, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Sébastien Milleville sur un point. Je voudrais dénoncer au contraire quelqu'un qui l'a vanté. C'est un monsieur, un monsieur qui est mort. Alors donc, On peut y aller. je peux y aller. Voilà. C'est oui. C'est j'allais dire dénonce ton mort. C'est un dénommé Henri Bell qui s'est dissimulé toute sa vie sous le nom de Stendhal. Je vais vous dire pourquoi, parce que le premier président, en commençant, avait dit attention, il y a le maillage territorial, c'est un euphémisme pour dire qu'on risque de supprimer les cours d'appel. Et alors, ça n'empêche pas Stendhal d'avoir dit quand même quelques bêtises, j'en cite une. Tout ce qui est bas et plat dans le genre bourgeois me rappelle Grenoble. Tout ce qui me rappelle Grenoble me fait horreur. Non, horreur est trop noble, mal au cœur. Alors je m'inscris en faux, bien sûr, contre cette décision. Et lorsque je vais répéter ce qu'a dit, je vous relis la phrase citée tout à l'heure par Sébastien. En composant la Chartreuse, pour prendre le ton, je lisais chaque matin 2 ou 3 pages du Code civil, afin d'être toujours naturel. Eh bien, je vous fiche mon billet qui ne parlait pas des 70 articles du Code du contrat de bail. Mais parce que je pense qu'il n'était pas d'une clarté aveuglante, même à l'époque. Par contre, il aurait peut-être pu le dire à propos de votre projet, monsieur le professeur. Et donc, j'en terminerai là. Voilà.